Alors, il est 21 h, je propose qu'on commence. Hein, s'il y a quelqu'un qui arrive en retard, on le laissera rentrer de toute façon dans la pièce. D'accord. Alors, bonsoir à tous. Bienvenue pour cette soirée, on va dire cette soirée jubilée de la plateforme culturelle Aînée, puisque c'est maintenant déjà notre 10e rencontre que nous faisons. Le thème que nous avons choisi pour ce soir, c'est le thème de l'immigration. Ça fait longtemps qu'on en parlait, en fait, et puis je dois dire qu'elle est venue presque à point nommé, puisqu'elle est venue 2-3 semaines après la sortie de l'encyclique du pape François, tous frères, hein, Fratelli Tutti. Alors, je voulais juste une petite citation de cette encyclique, parce qu'à mon avis, c'est peut-être un peu une sorte d'introduction à ce dialogue que nous allons avoir ce soir. Il dit « En cette période de crise, le choix devient pressant. Il y a 2 types de personnes. Celles qui prennent en charge la douleur et celles qui passent outre. » Et un peu plus loin, il dit « Les migrants, si on les aide à s'intégrer, sont une bénédiction, une richesse, un don qui invite une société à grandir. » Voilà, c'est pour ça que nous avons ce soir on va dire 2 témoins, 2 personnes qui sont en contact journalier avec cette réalité, avec une géographie assez différente, puisque nous avons le sud de la France et la Suisse avec nous. Nous avons Tracy d'Alessandro et Dima Atem. Et toutes 2 travaillent justement dans ce milieu de l'éducation, à la rencontre de ces personnes qui arrivent après souvent des histoires très difficiles qui arrivent dans nos pays. Alors, ce sera un peu un témoignage, en fait, avec la possibilité, dans un deuxième temps, de poser des questions. Donc, la première partie, ce sera elles vont raconter un petit peu de leur travail, de leur quotidien. Et dans la deuxième partie, vous avez la possibilité de poser des questions. Alors, Tracy est professeure dans un collège public près de Toulon. Mais ce qui est beaucoup plus intéressant, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous habitez dans un lieu assez spécial. Je vais vous laisser raconter, hein, je vais pas anticiper, dans ce qu'on appelle la maison des frères. Alors, je voudrais vous demander comment avez-vous commencé justement à rencontrer ces personnes, et puis que vous racontiez un petit peu justement de cette réalité dans laquelle vous habitez, et comment vous rencontrez justement cette réalité dans votre quotidien. J'ai quelques photos, je les passerai peut-être justement pour montrer de cet endroit où vous travaillez, je les passerai durant votre histoire. Très bien. Alors, oui, donc bonjour à tous. Je suis donc Tracy, j'ai 26 ans. Je suis mariée, j'ai un enfant et je suis enseignante. Enfin, mon vrai métier, c'est l'enseignement, mais j'ai une vie un peu particulière. J'habite dans un lieu de vie et d'accueil. C'est pas un foyer, c'est différent. Je vais vous expliquer pourquoi. Et dans ce lieu, on accueille donc plusieurs publics et notamment une dizaine de jeunes migrantes, donc des jeunes filles mineures non accompagnées. Donc certaines arrivent à être majeures à un moment et restent parfois un petit peu plus longtemps, mais en majorité, ce sont des mineurs. Alors, comment je suis arrivée là? Alors, je suis avec mon mari depuis plus de 10 ans et au début, on a toujours dit qu'on voulait qu'un jour, on aiderait les autres. Alors, on ne savait pas trop comment ni pourquoi. Et on se disait, oui, plus tard, on aura une grande maison avec plein de gens qu'on pourra aider, avec plein de choses à faire. Mais on voyait ça très, très loin dans notre avenir et on s'en est pas trop occupé. Et puis, un jour, une amie donc, nous a proposé, puisqu'on fait partie du mouvement Communion et Libération, que certains connaissent déjà, enfin, certains en font partie aussi. Et donc, c'est un mouvement chrétien, catholique, qui nous propose de faire une caritative, c'est-à-dire de prendre un temps dans notre semaine pour aller aider les autres.
Ça peut être 1 heure, ça peut être une journée. Et nous, on avait donc connaissance de ce lieu. Enfin, cet ami a eu connaissance de ce lieu donc, où aujourd'hui j'habite, qui était un lieu d'accueil d'urgence des migrants et des familles, des gens en difficulté. Et où les gens étaient, enfin les jeunes, donc c'était les mineurs qui étaient là, et ils étaient accueillis en urgence pour manger, dormir, et c'est tout. Et du coup, nous, on avait décidé d'y aller tous les mercredis pour manger et pour jouer avec eux quelques heures. Et donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à rentrer donc, par une envie de donner un peu de notre temps dans la semaine. On a commencé à rentrer dans ce monde-là. Donc tous les mercredis, d'abord moi avec des amis, puis mon mari s'est joint à nous à un moment donné seulement pour un trajet, puis finalement il est resté, il est venu toutes les semaines. Et donc au début, c'est vrai que quand on arrive dans ce monde, on rencontre des réalités terribles. C'est des jeunes, bon, maintenant je dis que c'est des filles, avant il y avait aussi des garçons, mais c'est des jeunes qui ont connu, ils ont 16 ans, 14 ans, ils ont connu la prison, ils ont connu une traversée difficile, ils ont vu des gens mourir dans la mer, ils ont vu des fusillades, ils ont vu des règlements de compte, ils ont connu la torture, ils ont connu des violences, des mariages forcés, enfin, c'est des réalités horribles. Donc la première chose qu'on a envie de faire, c'est de les adopter, de les sauver. En fait, on dit, bon, ben, moi, j'ai un canapé, je vais en prendre 3, mais ça marche pas comme ça. Donc du coup, ben, on a continué à y aller en se disant, c'est déjà pas mal d'y aller et de faire ces 2 pauvres heures le mercredi. Et puis un jour, donc nous, de notre côté, on était en difficulté, enfin notre couple, on se disputait souvent, mon mari n'avait pas de travail, on n'était même pas encore mariés d'ailleurs, il n'avait pas de travail, on était dans un moment un peu difficile et le directeur était dans un moment où il voulait structurer plus ce lieu, qui était qu'un lieu d'urgence. Et il a dit, tiens, je vais chercher un statut. Je ne veux pas que ça devienne un foyer. Donc, ce n'est pas un vrai foyer avec beaucoup de migrants. Ça s'appelle un lieu de vie et d'accueil. Donc, c'est un lieu où il y a plusieurs publics. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des familles en difficulté, des jeunes en difficulté. Il y a aussi des gens en vacances qui viennent chez nous. Enfin, vous avez vu un peu les photos. Il y a un grand jardin, il y a plein de choses à faire. Il y a aussi des étudiants qui viennent la semaine pour dormir ici, parce qu'il y a un CFA pas très loin. Et voilà, donc ça ressemble à ça. Donc, il y a plusieurs publics. C'est un lieu de vie et d'accueil. Et le directeur avait décidé que c'était intelligent de mettre des migrants à cet endroit-là pour qu'ils puissent partager un peu la vie avec d'autres types de personnes. Et donc, il a cherché ce vieux statut dans le code civil, je ne sais pas trop où, et il a réussi à faire de ce lieu donc légalement un lieu de vie et d'accueil. Et il avait besoin d'un permanent et d'un éducateur en plus, et de quelqu'un qui soit tout le temps là. Et comme mon mari n'avait pas de travail, il a pensé à lui, et c'est pour ça que du coup, on se retrouve à habiter dans cette maison qui est juste à côté du foyer. Enfin, on est à 20 mètres du foyer où il y a les jeunes et les familles. Et voilà, ça fait 2 ans du coup qu'on habite ici et on a le rôle, enfin lui il est maintenant éducateur, moi je suis rien du tout en fait, je suis bénévole et je suis présente, je suis là parce que je suis sur place et on est couple missionnaire du coup pour le diocèse, pour être la présence chrétienne aussi du lieu où on est. Voilà comment on en est arrivé là. D'accord. Et vous avez dit que c'est une réalité terrible. Donc, vous avez un petit peu donné quelques exemples de cette réalité terrible. Et aussi, vous avez dit qu'on a envie de les sauver. Alors, je voudrais un petit peu comprendre qu'est-ce que ça veut dire justement de vivre avec des jeunes qui ont souffert autant et des jeunes qui viennent d'ailleurs, qui viennent d'une toute autre réalité, je pense, avec une toute autre histoire, aussi une toute autre culture. Voilà. Alors, moi, je vais vous dire, alors, je suis enseignante, hein, donc j'ai préparé mon plan en 2 parties. Donc, d'abord, je vais vous raconter qui sont ces jeunes qu'on accueille. Et puis après, je vais vous dire comment on vit avec elles. Donc qui sont ces jeunes et qu'est-ce qu'elles viennent faire en France, en fait? Alors, on n'a que des filles. Je vous expliquerai après pourquoi. Donc, ce sont des jeunes filles qui arrivent
dans un autre pays, il y a différents types de jeunes. Il y a celles qui arrivent en se disant je vais venir en France, on va me sauver. Chez moi, on dit que la France, c'est le paradis. Je vais avoir des enfants ici, comme ça je suis sûre de rester, et puis on va m'assister toute ma vie. Donc il y a ce type de personnes, elles existent, on en a. Il y a celles qui arrivent en France en se disant merci la France de m'avoir sauvé la vie, donc elles sont plutôt reconnaissantes. Et là, pour le coup, elles se mettent à apprendre le français quand elles ne le parlent pas encore, elles se mettent à s'acharner sur le travail, à vraiment s'intégrer, enfin faire un gros travail d'intégration. On a des jeunes qui se sentent complètement dépaysés de façon négative, donc qui sont en mode je veux rentrer chez moi, ça va pas, enfin voilà. Et puis on a aussi des jeunes qui sont dépaysés mais de façon positive, et il y en a pas mal qui se disent moi je veux être en France, je veux être éduquée. Il y en a une qui avait découvert qu'elle aimait lire en arrivant ici parce qu'elle n'avait jamais lu de sa vie. Elle dit moi je veux m'éduquer pour pouvoir après rentrer dans mon pays et changer ce pays. Donc, on a vraiment plusieurs types de jeunes filles qui se succèdent, hein, puisqu'elles partent et elles reviennent. Enfin, c'est un public qui fluctue, on va dire. Et donc voilà, elles viennent ici. En tout cas, quoi qu'il arrive, c'est que quand elles arrivent, il faut tout recommencer. Donc leur première chose, c'est il faut les aider à soit à s'intégrer, soit à rentrer chez elles. Mais dans tous les cas, il faut les aider à faire quelque chose parce qu'il y a tout à refaire. Elles arrivent, elles n'ont plus rien, elles n'ont plus de famille. Donc voilà. Ensuite, on a un public qui est très angoissé. Enfin, les réalités, c'est ça, puisqu'elles ont souvent des passés terribles. Je donne quelques exemples, mais rapidement. On en a une qui a eu donc toute sa famille qui avait été fusillée pour des règlements de compte. Du coup, elle a dû fuir son pays. Elle est passée par la Libye. Une autre, par le bateau, tout ça, elle s'est retrouvée toute seule à 16 ans en Italie. Enfin, c'est terrible. On n'imagine même pas en fait tout ce qu'elles peuvent vivre. Après, on a la jeune fille pour des raisons politiques, ses parents se sont fait tuer dans sa maison alors qu'elle n'était pas là avec son frère, du coup, parce qu'ils étaient contre le régime du pays où elle était. Donc, du coup, ils ont fui avec le frère vers l'Europe en espérant une vie meilleure. Puis, il y a celle qui, dans une fusillade en Libye, a perdu son copain. Du coup, elle est arrivée ici pleine d'angoisse. Elle n'osait pas parler en disant « je ne sais pas s'il est mort ou vivant. Moi, j'ai pris le bateau. » Enfin, c'était soit j'allais dans la fusillade pour le sauver, soit je prenais le bateau. Elle dit j'ai pris le bateau et je suis ici. Et je ne sais pas ce que j'ai laissé derrière moi. Je ne vais pas continuer des histoires, j'en ai 12 milliards. Si vous voulez en poser d'autres en question, j'en ai plein. Donc, on a beaucoup d'angoisses du passé qui reviennent souvent. Enfin, on est sur des gens qui ont souffert. Enfin, ça, c'est une vraie réalité. On le sait. Et c'est ça qui est aussi dur. Face à tout ça, c'est dur de tenir le choc parce que nous, on n'a pas cette habitude d'avoir ces histoires comme ça. On a des gens angoissés de l'avenir parce que elles savent pas trop ce qui va leur arriver. Et on a des gens angoissés du présent parce qu'ici, elles ne connaissent rien. C'est pas du tout leur nourriture, c'est pas du tout leur façon de parler, c'est pas du tout leur façon même dans des détails. Par exemple, en France, quand quelqu'un nous parle, on se regarde dans les yeux et c'est poli. Dans certains pays d'Afrique, c'est le contraire. Il faut baisser les yeux pour montrer le respect. Du coup, sur plein de petites choses, ça les angoisse. Elles ne comprennent pas. Elles sont hermétiques à tout ça. Elles ont besoin d'appui. Donc ça, voilà, donc on a des filles qui qui doivent tout recommencer, qui sont angoissées, qui sont différentes. Donc, comme je disais, la culture est très différente, les religions sont différentes. On a des athées, on ne sait pas trop quoi, des voodoo, parce qu'il y a beaucoup de gourous, il y a beaucoup de trucs bizarres en Afrique, de sorcières. Donc voilà, on a des croyances très étranges, on a des musulmanes, on a des chrétiennes, des catholiques, on a de tout. Mais à part ça, ce sont aussi des gens normaux. Donc, ce sont aussi des jeunes filles, comme tout le monde, elles mangent, elles dorment, elles s'amusent, elles râlent. C'est des jeunes filles, donc elles se disputent.
Elles sont coquettes, elles utilisent tout le temps leur portable, c'est des ados, c'est dur de les sortir de leur lit le matin. Enfin, après, à côté de ça, et c'est peut-être la chose la plus importante, ce sont des filles géniales qui ont la joie de vivre et qui sont un peu comme tout le monde, quoi. C'est des êtres humains. Et la dernière chose, c'est que c'est des filles qui sont libres, c'est-à-dire que le portail est ouvert, elles peuvent partir quand elles veulent. Donc voilà les gens qu'on a face à nous. Et voilà comment on vit avec elles. Donc je vais vous raconter un petit peu qu'est-ce qui se passe dans cette maison. Donc au quotidien, pour leur avenir et pour tout ce qui est administratif et tout ce qu'elles doivent faire pour les papiers, les machins, il y a des éducateurs. Pour leurs angoisses, il y a des psys. Pour leur temps libre, on a des bénévoles qui font des activités, qui leur font faire leurs devoirs. On a des intervenants pour les sensibiliser, par exemple, à la sexualité, parce que c'est pas du tout... Enfin, parfois, elles sont passées par la prostitution, du coup, on n'a pas le même rapport au corps quand on est... quand on a vécu tout ça que quand on est éduqué à ça, justement. Donc, on a pas mal d'intervenants qui viennent leur parler. Ça, c'est le côté, je vais dire, carré du truc. La structure aussi, comme je vous ai dit, il y a 10 personnes, enfin, il y a 10 jeunes maxi. Donc, elles ne sont pas entassées dans un foyer sans surveillance. Enfin, elles sont 10, donc c'est très familial. Elles sont mélangées à d'autres types de publics. Donc, il y a des familles, il y a d'autres jeunes, il y a d'autres gens, il y a nous. Hein, on est aussi un autre type de public. Donc, c'est des publics qui sont différents. Et puis, on est à la campagne. C'est important aussi. Enfin, vous avez vu les photos de chez nous, c'est à la campagne. C'est pour ça qu'on n'a que des filles. C'est parce que les filles dans la ville, il y a les risques d'être enrôlées dans les réseaux de prostitution, de drogue, de tout ça. Et c'est un vrai risque. Et il y en a certaines qu'on retrouve là-dedans et qu'il faut sortir de là-dedans. Bon, ça, c'est tout un processus. Et du coup, donc nous, on est à la campagne. Comme ça, il y a moins la tentation, en fait, d'aller faire des bêtises dans la grande ville. Donc, c'est pour ça que les filles ont plus de risques d'aller faire de bêtises que les garçons. Enfin, ils en font aussi, mais c'est moins dangereux parce que les filles, voilà, c'est un peu des objets dans certaines cultures. Donc voilà, donc nous, on est missionnaires et permanents. Donc nous, perso, qu'est-ce qu'on fait ici ? Nous, on est là. On est une présence debout dans un lieu de souffrance. J'ai pas trouvé mieux. On vit un vrai quotidien avec elles, donc on les voit tous les jours. Hein. Quand on sort de là, il y a toujours les filles qui sont dans le jardin, elles vont jeter leur poubelle, je vais la jeter avec elles. Enfin, c'est vraiment un quotidien, un peu comme une vie de famille, mais bon, elles sont grandes, donc elles ont aussi besoin d'intimité, d'être seules, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié. Et sans aucun but lucratif. Je ne suis pas payée pour faire ce que je fais. Donc ça, je trouve que ça change énormément ma vision des choses et la vision des filles sur moi aussi. Enfin, mon mari, oui, il est payé pour être éducateur, mais pas pour être permanent missionnaire, hein, entre guillemets. Enfin, on est là... en fait, tout ce qu'on fait avec elle, c'est un peu gratuit. On a une bienveillance envers elle comme on l'aurait envers un ami. Par exemple, quand elles sont, je reprends un peu les points dont j'ai parlé tout à l'heure, quand elles ont peur pour leur avenir, on ne va jamais leur dire, il y a l'éducateur qui va lui dire, il faut que tu fasses comme ci, comme ça avec les papiers, machin, et nous, on va lui dire, mais t'inquiète pas, nous, on est dans ton camp, ça va aller. Enfin, nous, notre seul rôle, c'est d'être des amis, en fait, de les rassurer, d'être là d'être là, tout simplement. De les encourager, de les écouter pour leurs problèmes d'avenir et leurs problèmes de tout recommencer, hein, leur recommencement en France. Pour leurs angoisses, pareil, hein, notre rôle, c'est de rester debout face à ça. Donc, pour quelques anecdotes, j'en ai quelques-unes, hein, des angoisses du passé qui reviennent. Un matin, il était 7h30, donc ça n'arrive jamais parce que quand même notre maison est bien séparée du lieu. Enfin, il faut qu'on ait quand même notre vie de famille et ça, on a bien réussi à le faire. Enfin, elles ne viennent pas à la maison. Chez nous, c'est chez nous et on se voit dans les lieux communs. Et donc, c'est rare qu'elles viennent taper chez nous.
quand elle vient taper chez nous, c'est qu'il y a un vrai problème. Et donc, un jour à 7h30, on tape à la maison. Donc, ça arrive jamais. Oui, vite, venez. Il y en a une, Afou, une jeune fille qui a perdu quelqu'un. Donc, elle venait de recevoir la nouvelle de la mort de quelqu'un de sa famille en Afrique. Et là, on entend hurler. En fait, elle était par terre en train de hurler. Je pense qu'elle pleurait la mort de cette personne. Elle pleurait son arrivée en France. Elle pleurait. C'est celle qui avait perdu son copain en plus dans la fusillade. Donc, elle pleurait son copain perdu. Elle pleurait ses angoisses. Elle pleurait tout. Mais elle était, on aurait dit un exorcisme, quoi. Elle était par terre à hurler, à taper. Voilà. Et nous, par rapport à tout ça, quand ça revient, on est juste là. Et heureusement qu'on a la foi, parce que si on n'avait pas la foi, je crois qu'on ne serait pas debout face à ça. On a envie de pleurer, parfois on le fait. Il y en a une qui a perdu ses parents, celle qui a perdu ses parents, un jour elle nous l'a raconté, j'ai pleuré, comme un ami pleurerait avec son ami. Donc voilà, parfois on pleure, parfois on essaye de rester debout. Oui, c'est dur, oui, ça touche, mais nous en tout cas, on est debout face à ça. Après, on a eu aussi une qui était schizophrène. Elle n'était pas migrante, bon, c'est encore autre chose. Et pareil, face à ces crises, voilà, toujours rester dans l'amour, dans la présence et l'amour. Quoi qu'il arrive, avant toute chose, je suis là et je t'aime. Et ça, c'est plus facile à faire qu'avec sa vraie famille, parce qu'on c'est pas nos enfants, mais c'est quand même quelque chose qui est dur, surtout que souvent on se sent tout à fait inutile. On ne sait pas faire, on se sent même illégitime. Qu'est-ce qu'on fout là? Pourquoi moi je dois gérer ça? Mais voilà. Mais on est quand même là. Ce qui est beau, après on a eu quand même des beaux retours. On a des filles, je vous dis des petites phrases que j'ai notées qu'elles nous disent parfois. Elles nous disent vous au moins vous nous aimez. Vous vous intéressez à nous. Un jour, elles étaient touchées parce qu'elles avaient écrit, il y en avait une qui avait écrit un SMS à sa copine la veille. Et le lendemain, on lui avait dit, alors, ta copine t'a répondu. Et elle a dit, oh là là, c'est dingue, tu t'intéresses à moi. Jamais on s'était intéressé à mes histoires de copines dans les autres foyers. On a vraiment un truc une bienveillance, un amour, un regard sur elle qui n'est pas celui du pro. On a un regard d'amitié. C'est différent. Donc, oui, après, on n'est pas... ce qui est important aussi, notre rôle aussi ici, c'est de montrer qu'on n'est pas inébranlable et qu'on n'est pas des exemples parfaits. Moi, j'aime bien aller râler avec les filles de mes problèmes à la maison. Un peu comme une vraie amitié. Moi, ça m'arrive d'arriver énervée du travail et de dire... bon, ça me gonfle, il faut que je te parle. Et je vais parler avec les filles de ce qui m'est arrivé à moi. On n'est pas du tout dans... je suis pas là pour les sauver, je suis là pour vivre quelque chose avec elles. Donc moi, s'il faut que je me plaigne, je me plains aussi. C'est vraiment donnant, et c'est vraiment une vraie relation qu'on a mis ensemble. Je les considère comme mes amis. Donc voilà. Ensuite, pour les différences, comment est-ce qu'on gère ça? On s'adapte. Parfois, on mange pimenté. Parfois, elle mange des quiches. Ça arrive. Pour les différences de religion, il y en a beaucoup dans la maison. Alors, je trouve que j'appellerais cette maison la maison de la tolérance. C'est assez magique. Il y a quelque chose d'assez magique, c'est-à-dire qu'il y a des musulmanes, il y a des athées, il y a un peu de tout. Et alors, quand il y a un moment fort, par exemple, la dernière fois, il y a un bateau de l'une des filles où il y avait des amis à elle qui a coulé dans la Méditerranée, donc bien après qu'elle soit arrivée, elle, ici. Donc, c'était des amis à elle qui prenaient le bateau pour arriver en Europe, et le bateau a coulé. Et donc, du coup, elle est venue nous voir en larmes en disant je ne sais pas si mes amis étaient vraiment dedans, machin et tout. Et là, on était peut-être une dizaine là, et on s'est tous pris par la main. On a dit on va tous prier pour tes amis. Et le truc, c'est que personne n'a la même religion. Donc, il y avait ceux qui priaient en leur dialecte africain Allah. Puis, il y avait ceux qui étaient athées et qui pensaient fort dans leur cœur à ces gens. Puis, il y avait nous, chrétiens, qui demandions notre adieu. Et puis,
Et puis ça s'est très bien passé. Ça a fait la même chose quand l'une des filles qui était enceinte a accouché à 5 mois. Donc pareil, hein, on était tous hyper mal pour elle. Donc pareil, on s'est tous mis autour de la table le soir. On n'arrivait pas à être contents d'être ensemble. Donc on s'est mis ensemble et on s'est mis à prier chacun dans sa langue, chacun dans sa... Voilà, donc c'est assez magique ce qui se passe au niveau des croyances qui arrivent à se mélanger. Parfois, il y a une petite chapelle au fond de la maison. Et parfois, on y va et avec les chrétiens qui veulent y aller. Et il y a les musulmans qui disent priez pour nous. Enfin, voilà, donc c'est assez magique. C'est un peu la maison de la tolérance. Il y a même, alors pour revenir à cette petite chapelle, au début on y allait en famille. Maintenant, on est à peu près une dizaine. On essaye d'y aller assez régulièrement. C'est des filles qui ont besoin de s'élever spirituellement, d'écouter un peu la voix dans leur cœur. Enfin, la spiritualité, c'est un vrai besoin dans cette maison. Elles ont besoin de ça, de cet amour, de tout ça. Il y en a une qui a même voulu être baptisée. Donc, on ne sait pas trop la religion qu'elle avait avant, mais aujourd'hui, elle a demandé le baptême. Et du coup, nous, on est ses parrains-marraines. Mais voilà, donc il se passe plein de choses à ce niveau-là. On est plein de différences qui fonctionnent bien. Comment on gère la normalité parce que quand même elles sont aussi normales, donc faut dire aussi qu'il y a plein de temps où il se passe rien, hein. C'est pas tout le temps, c'est pas tous les jours. Il y a plein de temps où elles sont dans leur chambre à faire des trucs à elles. Il y a plein de temps où nous on est en famille. Il y a plein de temps, enfin on a du temps en vrai, hein. On n'est pas tout le temps avec elles. On arrive à avoir une vie aussi personnelle. Il y a des temps hyper normaux, on sort de l'école, on discute. Il y a des temps où il me manque un œuf à la maison, je vais leur demander. Enfin, c'est aussi un quotidien tout à fait normal. On cuisine ensemble, on mange ensemble tous les jeudis soirs. Ça reste, c'est fixe. Puis parfois, ça nous prend, on a envie de cuisiner parce que machin a envie d'apprendre à faire un plat. La semaine dernière, on a appris à faire des lasagnes. Voilà. Donc, il y a plein de temps aussi normaux. Il y a des temps de joie, des grands temps de joie, de jeu. On va se balader, on fait des sorties, on se fait des blagues entre nous. Voilà. Après, à côté de ça, c'est aussi un vrai quotidien beau, joyeux, heureux. Et comment on gère leur liberté. Et ça, je crois que c'est le point le plus douloureux. C'est qu'elles sont libres de partir et de ne jamais revenir ou de rester. Et donc, pour les petites anecdotes, la première semaine, on est arrivé ici, il y avait une jeune fille qu'on adorait en tant que bénévole qui s'est enfuie pendant la nuit toute seule et sans qu'on s'en aperçoive. En plus, j'étais toute seule dans la maison. Mon mari n'était pas là ce week-end-là. Il y avait personne. J'étais toute seule ce week-end-là et j'ai rien vu. Et elle est partie en douce. Ça arrive souvent qu'elle fuit. Alors, ça peut être parce qu'elles pensent trouver mieux dans une autre ville. Ça peut être parce qu'elles ont été justement enrôlées dans ces réseaux et qu'il y a de l'argent ailleurs. Ça peut être pour plein de choses. Puis après, il y en a une autre qui elle, a fugué. Elle nous l'a dit. Donc, elle était partie et elle a dit je ne reviendrai pas ce soir. Je suis désolée, au revoir. Alors que, voilà, ça, c'est dur. Ça, c'est quelque chose qui est dur à vivre. D'ailleurs, la première qui est partie s'appelait Claudia et ma fille s'appelle Claudia, un peu à cause d'elle quand même, parce que c'est des gens c'est des départs qui nous touchent. Parfois, c'est des départs qui sont tout à fait bien ficelés. Elles partent parce que avec un avenir. Projet. Voilà, mais parfois non. Donc voilà, ça c'est la partie la plus difficile. Donc pour conclure, je vais conclure quand même. Donc, c'est une expérience qui nous prend beaucoup de temps, mais qui nous apporte beaucoup de joie. J'ai l'impression qu'en vivant ici, donc ça m'est tombé sur la tête, hein, moi, je n'ai pas demandé à arriver ici, voilà, je suis arrivée ici. Ma vie est beaucoup plus riche, plus vraie, plus intense qu'avant. Je vis, je vois une réalité que j'aurais jamais pensée, que j'aurais jamais imaginée avant. Ça me donne une force incroyable. Parce que en fait ça donne la même force qu'une amitié peut donner. On est en compagnie ici, on a l'impression d'être en famille et on a l'impression d'être pas tout seul et ça nous éloigne un peu. C'est tellement réel, c'est tellement vrai, il y a tellement des vrais problèmes
que du coup, ça nous éloigne, ça nous empêche de nous faire, nous, des faux problèmes, puisqu'on a tendance, nous, dans nos sociétés, à nous faire des angoisses, des machins et tout. Du coup, mais quand tu es face à aux vrais problèmes de la vie, ben, on se fait moins de problèmes nous-mêmes. Et du coup, bah, voilà, moi, par exemple, j'aurais jamais osé m'inscrire à l'agrégation, je suis prof, hein, mais là, cette année, je me sens le courage de le faire parce que je suis ici, parce que je sais que je suis pas toute seule, parce que je sais que si j'en ai marre de travailler, je vais voir les filles et puis ça va, enfin, voilà quoi, moi, ça me donne beaucoup de force. Je trouve que j'ai beaucoup de chance d'être ici. Je me demande toujours pourquoi je suis là. Je peux trouver la réponse. Je suis pleine de limites. Je suis pas plus qu'un autre, mais moi j'ai cette chance-là. J'aimerais beaucoup que mes enfants grandissent là-dedans. Enfin, moi c'est quelque chose qui me donne envie aussi d'une éducation dans cette réalité-là, qui est belle, même si elle est difficile, mais elle est vraie et belle. Mais je ne sais pas pour combien de temps j'aurai la force de faire tout ça. Donc voilà, on verra bien. Merci beaucoup, Tracy. Moi, j'ai une question à vous poser. Je la pose maintenant, mais vous y répondrez après le deuxième intervenant pour essayer de faire un petit peu d'équilibre dans cette soirée. Ma question est très simple. Vous avez utilisé ce slogan, donc on essaie d'être une présence debout. Mais ça vous semble pas un peu d'être seulement une présence? C'est pas un peu inutile ce que vous êtes en train de faire? C'est une goutte d'eau dans un océan de besoins. Vous avez un petit lieu où vous recevez, j'ai oublié maintenant, 15-20 personnes, 10 personnes, 15-20 personnes. Et là, vous dites, c'est suffisant pour moi d'être une présence debout. Moi, j'aurais envie de vous dire, alors la question que je vous pose, est-ce que ce n'est pas un peu inutile, justement? Est-ce que c'est vraiment suffisant d'être seulement une présence debout? Je vous laisse réfléchir à ma question et je voudrais maintenant demander à Dima Hatem de Fribourg d'ouvrir son micro, d'ouvrir sa caméra et de participer à notre rencontre. Voilà. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Dima. Alors, je vous présente. Vous êtes, alors, votre terme technique, c'est vous êtes maîtresse professionnelle. C'est un peu étrange en français, mais maîtresse professionnelle spécialisée dans l'accueil. Vous avez longuement travaillé à la Croix-Rouge. Vous êtes formatrice d'adultes. Et vous essayez dans votre l'institut professionnel dans lequel vous travaillez, justement, de créer des ateliers philosophiques et interdisciplinaires. Et c'est très important, vous êtes vous-même d'origine syrienne, donc en quelque sorte, vous êtes sensibilisé à la question de l'immigration. Vous avez organisé dans votre institut, dans votre école, un projet extrêmement intéressant. Lorsque vous parlerez, je montrerai aussi quelques photos. Vous avez fait une exposition. Vous avez différents projets, mais entre autres cette exposition qui parle des frontières. Alors, je voudrais vous demander que vous racontiez un petit peu justement de cette exposition et ce que ça veut dire pour vous aussi d'enseigner aussi à des personnes, je pense mineures justement, qui arrivent dans un contexte très difficile. Merci. Alors, bonsoir à tous. Ce que je voudrais dire au départ, c'est que alors, il y a eu cet afflux de migrants en Suisse aussi. Et il y a quelques années, j'ai été confrontée à des arrivées de jeunes d'Érythrée. Et là, je me suis dit, comment je vais faire? Ils ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Ils m'ont mis complètement chaos. Je leur dis, bon, venez ici. Ils me disaient, venez ici. Enfin, bref, je me dis, non, mais là, je ne vais jamais y arriver. Et bon, le temps a passé, on est arrivé plus ou moins en juin et je leur dis, écoutez, on va faire une journée sportive, il faudra marcher un petit moment, puis ils m'ont ri au nez. Ils m'ont dit, mais madame, nous, marcher, ça nous connaît. Et tout d'un coup, ils m'ont dit, mais vous savez, on a marché dans le Sahara, on a marché, et je les ai... Et ça m'a beaucoup, beaucoup impressionnée parce qu'il y avait beaucoup d'Érythréens, un Macédonien qui était très bien scolarisé et des autres qui étaient majoritairement des migrants qui avaient traversé les frontières. Et là, ils m'ont un petit peu raconté, mais juste là, pendant le cours. Et je les ai regardés très, très différemment après ça. Parce que j'ai découvert qu'en fait, c'était des battants. Et moi, je les regardais trop souvent avec justement, ils ne savent pas maîtresse au pluriel, comment ils vont avoir le niveau pour faire une formation professionnelle.
Et ça m'a changé le regard sur eux. Et après, bon, il y a eu tous ces jeunes qui sont venus de Syrie et on a commencé à fermer les frontières. Donc la Hongrie a fermé ses frontières, la Grèce, bref, et on a construit des murs. Et on parlait tout le temps de ces migrants, ou bien on les diabolisait, donc ils vont nous apporter l'islam, ou bien on les victimisait. Donc moi, entre diabolisation et victimisation, je me suis dit, mais qui sont-ils eux? Et tout d'un coup, j'ai eu envie de leur poser la question, mais vous, qu'est-ce que vous pouvez vous dire vous-même de vous-même? Et ça a été très délicat de parler des frontières parce que justement, j'avais pas, comment vous dire, ils sont en train de faire un parcours dans un avenir, ils sont en chemin. Et les propulser en arrière avec, dans des émotions que ni eux ni moi nous pouvions gérer à l'école, ça aurait été très, très dangereux. Donc, on a préparé quelques questions, mais justement, pas dans le but de psychologique, mais pour les encourager à découvrir leurs ressources. Parce qu'en fait, s'ils sont venus ici, c'est qu'ils sont venus ici, donc ce n'est pas les derniers crétins. Ils ont développé des compétences, des habiletés sociales. Il faut être malin aussi, il faut travailler, il faut avoir du courage. Et certains sont partis jeunes même et ils sont arrivés 4 ans plus tard. Alors, j'ai préparé avec des collègues, donc, parce que souvent nous, en classe, on est souvent, chaque prof est un peu maître dans son royaume. Et donc, essayer de collaborer, c'était toute une question, mais c'était intéressant parce que beaucoup de profs s'étaient intéressés aussi à ces questions des frontières, comment construire des murs et donc comment construire des ponts. Et donc, on a préparé des questions. On a redemandé, d'abord, on a fait des ateliers donc d'écriture, mais aussi de parole, en demandant, mais partir, c'est quoi? Mais avant tout, on leur a demandé, c'est quoi une frontière pour vous? Alors, je ne sais pas si tu peux montrer le slide de la frontière. Parce qu'effectivement, tous les migrants qui ont traversé les frontières, il y a des gens qui ne les ont pas traversées. Voilà, c'est ça exact. C'est juste un petit bout de cette exposition. Et entre autres, cette exposition, vous pouvez la regarder entièrement sur la page Facebook. Nous l'avons mis sur notre page Facebook Aînés. Dans les photos, vous avez toute l'exposition pour la regarder, la relire tranquillement. Et puis, vous pouvez même la voir, elle est gratuite. Donc, voilà. Quoi qu'il en soit, voilà. Alors, tous ont dit il faut des frontières. Je me dis, mais vous dites qu'il faut des frontières? Je me dis, oui, il faut des frontières pour nous protéger, etc. Et en fait, il y a eu cette dimension, mais non, il faut des frontières. Les seuls qui ne pensaient pas qu'il fallait des frontières, c'était des jeunes qui n'avaient jamais vécu la migration, enfin, dans le sens qu'ils ont pris un billet d'avion pour venir en Suisse. Mais ils ont très vite fait la différence entre une frontière physique, géographique, les barbelés, les lignes, la police, les miradors, mais aussi la frontière du cœur, c'est-à-dire là tu rentres et là tu ne rentres pas, ou bien là c'est mon espace et là c'est ton espace. Donc ils ont vite fait le parallèle entre la frontière mentale et spirituelle et les frontières géographiques et politiques. Mais et ça, c'était intéressant aussi parce que ça nous sort aussi de l'idée il ne faudrait pas de frontières. Non, il en faut. Mais alors, pourquoi des gens partent? Alors, peut-être tu peux montrer la deuxième, je crois qu'elle n'est pas très en ordre, mais je pense qu'elle est après ça. Pourquoi partir? Oui. Tu la trouves? Oui, je l'ai même. C'est la dernière que j'ai, en fait. Juste un petit bout. Voilà. Alors, j'ai demandé aux élèves, mais pourquoi vous allez partir? Alors, ils me disent, je pars pour suivre mon désir. Et ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Parce que, justement, tout d'un coup, ce migrant qui a la catégorie du migrant, c'est une personne qui a un désir et il veut aller jusqu'au bout de ce désir parce qu'il veut vivre. Et ça m'a énormément touchée. Et aussi parce que, justement, le désir, c'est d'une vie meilleure, d'étudier, d'apprendre, de découvrir. Et parce que chez lui, c'est devenu impossible. Donc, il y a une phrase, je ne sais pas si on la retrouve, mais la phrase d'un jeune Afghan qui est merveilleuse. C'est un garçon qui est parti à l'âge de 12 ans et il me dit, madame, il y a un proverbe afghan qui dit, si tu marches, tu reçois tout, mais si tu restes sur place, tu ne reçois rien. Et je me suis dit, mais quelle sagesse! Je vais avancer et au fur et à mesure, je vais découvrir ce qui me portera.
Et je prends le risque, avant de partir, de mourir, mais je ne peux plus rester. Parce qu'entre vivre et mourir, je préfère partir et avoir la chance de vivre plutôt que de mourir sur place. Donc, c'est extrêmement impressionnant parce qu'ils ont une conviction intérieure que même s'ils ne savent pas ce qui va leur arriver, c'est le choix juste pour eux. Et après, on leur a beaucoup posé la question justement sur le voyage, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils avaient accompagné, qu'est-ce qu'ils avaient découvert dans leur voyage. On a posé cette question de manière à ce qu'ils ne soient pas dans l'émotionnel. Donc voilà, alors on a aussi, si vous voulez, là c'est bien, on a essayé de médiatiser avec un objet, parce qu'à travers un objet, ils peuvent parler d'eux sans avoir envie de pleurer. Donc chacun a pris un objet avec lui et c'est touchant. Donc je vous laisse lire un collier, un pantalon parce qu'il me rappelle mon pays, je ne l'aimais plus, une bague parce que c'est mon ami qui me l'a donné, je suis fidèle. Et puis tu peux encore peut-être descendre parce qu'il y a encore quelques objets qui sont touchants. Oui. Les dessins, la ceinture. Alors là, quand ce garçon m'a prêté sa ceinture, il m'a dit Dima, vous faites attention, Madame Dima, parce que ça, c'est l'unique objet qui me reste de mon voyage. Parce qu'au départ, on a pris beaucoup de choses avec nous et au fur et à mesure, on laissait tomber, on a gardé que l'essentiel parce que tout devenait trop lourd dans la marche. Et donc ça aussi, j'ai trouvé que c'était très, très beau. Et voilà, donc est-ce qu'il y a la photo aussi de celui la photo de lui qui est sur le bateau? Oui. Alors, beaucoup de... La photo du gars en dessous du camion. Oui, c'est celui-là, oui. Je sais pas où... Ah, voilà. Alors, il y a aussi, voilà, là encore, sur les frontières, j'ai eu beaucoup d'expériences amères. Par exemple, quand j'étais sous le camion, quand je pense à mes problèmes en Suisse, tout de suite, je me souviens de ces expériences et je me dis, il faut rester fort. Alors, ce que ce garçon a pris avec lui, c'était la vidéo qu'il a tournée lui-même quand il a fui sous son camion. Donc, je ne sais pas comment il a fait pour tourner cette vidéo. Il voyageait clandestinement accroché sous un camion et pendant ce temps, il se filmait. Donc, c'est une chose incroyable. Et beaucoup de mes élèves, justement, ont gardé des photos par exemple, sur leur traversée, sur un bateau quand ils traversaient la Méditerranée. Et ils retournent à cet événement quand ils ont envie de tout laisser ici. Et ça, j'ai trouvé très intéressant de leur part parce que ils retournent à un moment où ils ont pu dépasser une difficulté, où il y a quelque chose qui les a aidés, qui les a poussés en avant, et ça les aide à affronter la vie ici. Donc, je leur ai demandé aussi si, durant ce parcours de frontières, parce qu'il y en a qui sont partis vraiment pendant 4 ans, hein, et si... voilà, il y a les familles, là, tu vois des familles, les photos, beaucoup de Natel, hein, celui-ci aussi, Souleymane. Voilà, alors... le Natel, qu'est-ce que c'est le Natel? Ah, le Natel, c'est le Natel, c'est l'iPhone en Suisse, c'est le téléphone portable en Suisse. Ah, d'accord. Excuse-nous. Je suis, ça, écoute, voilà, alors lui aussi, tu vois, il garde ces images et souvent les élèves, alors c'est justement ce que je veux éviter en classe, c'est qu'ils pleurent parce que eux, ils ont survécu et d'autres sont morts. Et ça, pour eux, c'est très compliqué à expliquer parce qu'ils se disent pourquoi moi j'ai vécu et d'autres pas. Mais tous disent mais on a de la chance, madame, on a de la chance, madame, on a de la chance, madame. Mais on voit qu'ils ont vu leurs amis mourir et ça, c'est dur. Mais c'est justement pas là où j'avais envie d'aller avec eux. Parce que justement, ils ont continué leur parcours. Alors, je leur ai demandé quel était votre ami, qu'est-ce que vous avez. Qui vous avez rencontré. Donc, peut-être que là, est-ce qu'il y a encore quelque chose? Non. Alors, voilà. Alors, ils le disent qu'en fait, il y a des événements qui vont les aider. Alors, par exemple, des solidarités soudaines. J'ai porté le sac d'un ami et après, il a porté le mien. Et on est arrivés ensemble. Et il y a un autre qui disait, quand il devait voyager de nuit, donc de la Turquie
de la Turquie, et ils devaient traverser une montagne, on leur disait avance, c'est là-bas, avance, c'est là-bas, avance, c'est là-bas. Et ils se demandaient mais c'est où là-bas? Ils disaient oui, mais c'est avance, c'est là-bas. Il y aura ce là-bas. Et donc, quelqu'un leur disait il y a un but, allez-y, continuez. Et beaucoup d'entre eux aussi ont dit j'ai prié, ma mère priait pour moi, et ça m'a toujours soutenue. Et beaucoup reconnaissent, par exemple, celui qui dit « Dieu ne m'a jamais abandonné ». Même si une femme enceinte de 9 mois passe des frontières ou des personnes sans pied, donc elles sont handicapées, moi, je peux le faire aussi. Et donc, on voit aussi qu'une toute petite chose comme partager des cigarettes, donner une bouteille d'eau, ça change une perspective. Donc, ce voyage, c'est aussi un lieu de solidarité. Il y a un jeune qui m'a dit, on a voyagé en groupe jusqu'en Turquie, on était toujours les mêmes et on s'est aidés. Et quand on a dû après changer de route, c'est comme si je perdais ma famille. Et ça, c'était dur pour moi. Et un autre, on voit aussi des habiletés, par exemple, par rapport au passeur. Il y a un jeune qui me disait, mais un passeur m'a demandé trop d'argent, je n'avais pas l'argent pour le payer, je ne savais pas quoi faire. Je lui ai dit, oui, je vais vous donner l'argent. Je lui ai demandé, est-ce que je peux aller aux toilettes? Il dit oui. Il cherche les toilettes, il regarde, il voit qu'il y a une porte. Le type, il va voir si la porte est ouverte. Alors, il découvre qu'elle est effectivement pas cadenassée, mais qu'elle est ouverte. Il retourne, il revient, il dit, mais c'est où les toilettes? Il revient aux toilettes et il s'enfuit. Et là, je me suis dit, mais quelle intelligence des choses. Il a regardé dans la réalité s'il y avait quelque chose qui pouvait l'aider à s'en sortir et il s'en est sorti. Et ça aussi, c'est des compétences immenses donc, que les jeunes ont, c'est-à-dire ils ont les yeux ouverts, ils ont le cœur attentif et l'esprit vif. Donc, et ils ont la force aussi parce qu'ils doivent marcher souvent dans la nuit. Mais l'expérience de ces solidarités les ont encouragés. Donc ça, c'est vraiment une chose très intéressante et que je trouve belle parce qu'au fond, il n'y a rien qui peut nous empêcher de faire une expérience humaine où on voit que nos frontières personnelles, ce qu'on croyait impossible, on peut les dépasser aussi grâce à des amis. Et des élèves, je ne sais pas si je retrouve voilà, donc ça c'est une chose, mais cette idée de si tu ne bouges pas, tu ne reçois rien. Si tu bouges, tu avances. Et voilà. Et ça, je leur ai demandé ce qu'ils avaient appris de leur voyage. Ne jamais perdre espoir parce que les travaux durs donnent un bon avenir. J'habite avec ma famille et je suis partie. J'ai découvert la confiance en moi. Je suis très honnête, je n'aime pas mentir. Je suis fidèle à mes amis, à toutes les personnes que je connais. Donc, je suis une personne fidèle. Mais d'autres vont dire, si tu vois plus tard, j'ai perdu mes qualités en Suisse. Donc, il y a une jeune femme qui me dira, moi, j'ai perdu toutes mes qualités en Suisse. Je pensais que j'avais des qualités, mais je ne les ai pas du tout. Donc, ça, voilà. Je n'ai pas de qualité, j'ai perdu mes qualités en Suisse. J'ai découvert qu'il y avait l'Érythrée, la Somalie, tous ces pays africains. Je ne savais pas avant. Donc, les Afghans, quand ils sont venus ici, ils ont découvert qu'il y avait tous ces Africains. Je me dis, tiens, mais je ne connais pas ceux-là. Qui sont-ils? Donc, non seulement ils sont étrangers en Suisse, mais ils sont étrangers entre eux. Et il y en a un autre qui me dit, moi, j'ai découvert l'intelligence du voyage, comment m'adapter, rester réveillé. Ce qui est assez fascinant en tant que tel. Et un jeune Afghan me disait, Madame, si vous ne voulez pas, si vous ne savez pas où vous voulez aller, ce sont les vagues qui vont vous porter. Donc, au fond, un voyage, c'est qu'est-ce que je veux? Toujours se reposer cette question. Et voilà. Il y a quelqu'un qui dit aussi, j'ai découvert la patience, l'effort, l'espoir, jusqu'à réaliser mes rêves. J'ai appris qu'en réalité, personne n'est fragile. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Hein. Ils découvrent qu'ils avaient une force insoupçonnée aussi. Après, je leur demande, mais quelles sont les plus grandes frontières? Alors, ils arrivent en Suisse et là, ils ont des nouvelles frontières et des nouveaux défis. Et
j'avais l'impression que du moment qu'ils étaient en Suisse, ils allaient être en sécurité, ils étaient arrivés dans un bon pays. Mais là, c'est encore très difficile pour eux parce que là, ils ont beaucoup, beaucoup de nouvelles frontières et de nouveaux défis qui les attendent et qui sont difficiles. La frontière, c'est le français. C'était trop dur. J'aimerais apprendre ma langue, le français comme si c'était ma langue maternelle. Pour moi, c'est le français. Tous disent ça. Et justement, si une barque ne bouge pas, les vagues décideront pour elle. Ça veut dire, bouge quand même ici. Mais je leur demande, mais quel est votre défi? Alors, celui qui a passé 4 ans en voyage, Mahmoud, celui qui a ouvert le cadenas, il me dit, Madame, moi, vous savez, mon défi, c'est que je vais aller passer les Olympiades de musculation en 2022, mais moi, je suis sûre que je vais arriver. Je ne pouvais plus de rire parce que, je veux dire, il y avait des choses comme ça qui rappellent leur humanité, leur goût. Et puis, une jeune femme qui avait passé aussi la nuit noire et qui me disait, Madame, on me disait, passe la nuit noire, le lendemain, tu verras la lumière. Et moi, je veux vivre comme une vraie femme. Je veux pouvoir décider de ma vie. Et donc, il y a aussi comme défi découvrir les Suisses. Donc, il y a une jeune qui m'a dit, moi j'allais vendre des choses au marché, je les trouvais tellement froid, mais peu à peu j'ai commencé à découvrir que c'était des personnes chaleureuses si on passait une apparence. Et maintenant, j'ai trouvé des amis. Donc, ils sont en Suisse, ils sont en sécurité, mais pourtant, à l'époque où ils étaient dans ma classe, ils avaient encore tous ces défis et toutes ces frontières à passer. Alors maintenant, le temps a passé et pour vous dire, d'une part, j'ai voulu faire une exposition de ce travail parce que j'avais envie qu'on change de regard sur les migrants. J'aime pas ce mot migrant, mais alors, qu'on change de regard sur ces jeunes qui ont entre 16 et 25 ans et qu'on reconnaisse en fait tout leur savoir-être et leur savoir-faire. Et comme maîtresse professionnelle, donc, qui travaille dans la formation professionnelle, réussir à intégrer ses compétences dans un milieu professionnel. Et donc, on a fait cette exposition, j'ai eu des sponsors, etc. On leur a donné la parole. Donc, ce n'était pas moi qui présentais ce travail, c'était eux qui parlaient d'eux-mêmes. Et ils étaient reconnaissants, très reconnaissants de ça. Et ça a suscité des discussions aussi, des rencontres entre jeunes. Et ces rencontres-là étaient fructueuses parce que ça a donné des amitiés. Et je dois vous dire quand même une chose qui est belle, c'est que tous ces jeunes maintenant, quand je leur redemande, parce qu'il y a l'année passée, enfin avant le lockdown, je leur ai demandé s'ils voulaient représenter l'exposition, ils étaient tous dans un apprentissage. Et donc pour eux, cette période-là, elle était finie. Ils ont passé des nouvelles frontières. Donc finalement, j'ai trouvé très intéressant. C'est comme s'ils nous écoutaient. Madame, moi, cette histoire-là, voilà quoi. Ne nous y replongez plus. Et ça a été pour moi la chose la plus heureuse que j'ai pu entendre, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus envie de retourner dans ce passé. Et quand même, leur témoignage, je travaille pour ça, en fait, pour qu'on ne les amalgame pas. On n'amalgame pas tous les migrants à des djihadistes, tous les musulmans à des gens qui vont haïr l'Occident, mais qu'on puisse faire sortir finalement leurs désirs, leurs compétences, des compétences qui finalement sont utiles à notre pays. Parce que beaucoup d'entre eux font des apprentissages qu'aucun Suisse ne fait plus. Par exemple, qui fait nos fondus, qui font nos fromages, ce sont les Tamouls, ce sont les Afghans et qui coupent la viande, parce que des travaux qu'aucun Suisse ne veut plus faire, ce sont les Érythréens ou des choses comme ça. Donc, voilà, je crois que ces migrations peuvent apporter beaucoup à la Suisse et à nous. Et comme disait notre ami d'avant, Précis. c'est une expérience qui, à moi,
me donne énormément de courage quand quelqu'un dit si tu ne bouges pas, tu reçois rien, mais si tu bouges, tu reçois tout. Et moi, tous les jours, j'y pense. Ou bien, si tu ne décides pas pour toi-même, ce sont les vagues qui vont t'amener là où elles voudront. Ça a une grande répercussion dans ma vie. Donc, surtout dans ce qui se passe maintenant, parce que maintenant, dans cette situation sanitaire, on n'a rien de sûr et on aimerait toujours pouvoir être dans la domination, savoir exactement quand ça finira, comment ça finira, comment faire. Et souvent, on ne sait pas. Et moi, je ne suis pas tellement habituée à ça. Pour moi, c'est une expérience nouvelle, contrairement peut-être à ce que mes parents ont vécu. Mais je pense à la force et à la foi qu'ont eu les élèves de cette exposition. Et cela m'en donne aussi, parce que quand ils ont passé leurs frontières, ils les ont passées jour après jour, mais il y avait toujours quelqu'un pour leur dire passe encore un petit peu, parce que de l'autre côté, il y aura la lumière. Et donc, ce parcours de frontières fait par mes élèves a quelque chose à me dire en ce moment. Donc, je parle de mes élèves parce que je ne veux pas généraliser sur tous les migrants. Enfin voilà, j'aime pas les amalgames. Merci beaucoup, Dima. Je voulais vous poser une question, mais vous y avez déjà répondu. Je voulais demander justement en quoi cette expérience vous a changé. Vous avez déjà répondu maintenant. Donc, merci beaucoup. Alors, je voudrais juste poser ma question à Tracy, et puis après, vous pouvez ouvrir vos micros et poser des questions peut-être à Dima ou à Tracy si vous avez certaines choses que vous voudriez approfondir. Alors, Tracy, est-ce qu'on peut revenir à cette question que j'avais posée? Mais est-ce que c'est vraiment suffisant d'être une présence? Est-ce que ça change quelque chose? Vous croyez vraiment à cette méthode? Alors, je suis là pour aucune méthode déjà. Je suis pas là pour changer le. Enfin, je pense que notre rôle, c'est pas de changer le monde et de résoudre le problème des migrations, parce que sinon, enfin, si on a cette ambition, on coule et on n'arrive à rien. Par contre, je me suis dit, enfin, c'est pas moi qui me le suis dit, mais j'ai entendu une maman le dire, une amie, qui un jour a dit si c'était le contraire, si c'était la France qui était en guerre, la France qui faisait n'importe quoi et qu'on voulait sauver nos enfants et que nos enfants atterrissaient dans un pays inconnu, j'aimerais bien qu'on les aime, qu'elles soient accueillies et qu'on les regarde comme nous, on les regarde. Alors, j'ai la certitude qu'on a besoin, oui, d'être utile, d'être efficace, de faire des choses dans nos vies, mais j'ai aussi la certitude qu'avoir comme nous dans nos familles, enfin comme n'importe qui, avoir quelqu'un qui est là tous les jours dans ton quotidien et qui t'aime, entre guillemets, enfin qui est là pour toi, je pense que ça structure la personne et c'est même essentiel pour structurer la personne. Et que justement, c'est grâce à ce type de rôle qu'on a, de rien, hein, ce rôle inutile, entre guillemets, cette présence juste présente, c'est grâce à ça que quand elles vont partir, peut-être qu'elles vont s'enfuir, peut-être qu'elles vont réussir, peut-être qu'elles vont échouer, peut-être qu'elles vont souffrir encore, mais au moins elles auront dans leurs souvenirs cet amour qu'on leur donne, cette présence, ces gens qui les ont regardés comme des gens normaux, en fait, comme disait notre ami il y a 2 secondes. Hein. On les a regardés une fois pas comme des migrants, pas comme des pauvres, mais comme des amis. Et je pense que si ça leur est arrivé une fois dans leur vie, ça peut leur rester comme tout un chacun. Enfin, même nous-mêmes, quand on nous a regardés un jour comme quelqu'un nous a regardé avec amour, ça nous a forcément changé. Enfin, ça nous change notre cœur. Eux, c'est la même chose. Et donc, on espère que ça ne suffit pas. Bien sûr qu'il faut faire d'autres choses pour les aider ou bien sûr qu'il faut... Mais la France s'en occupe très bien des autres problèmes. Enfin, je veux dire, on a des super profs pour leur apprendre le français. On a des super juges pour les renvoyer chez elles au cas où. Il y a plein de choses qui se font au niveau au-dessus. Mais je pense que l'être humain a besoin d'un niveau en dessous. Et si c'était nos enfants, on aimerait qu'on les regarde comme ça, quoi.
Donc oui, ça sert à rien, mais voilà. Merci, merci beaucoup Tracy. Alors, est-ce que quelqu'un veut poser quelques questions? Si oui, ouvrez votre micro et profitez-en. C'est J'ai maintenant une ou jamais. question. Oui. Oui, bonjour. J'ai une question que je voudrais poser aux deux, à Tracy et à Dima, ou mieux une considération, et je voulais avoir leur avis sur ça, parce que en les écoutant, je me rendais compte que dans un monde où souvent on pense que la question des migrants, mais plus en général la question du besoin de l'autre, est déléguée à des structures, à des organisations, même au niveau du bénévolat. Il y a des ONG, il y a plein de monde. Tracy et aussi Dima donnent plutôt l'impression de quelqu'un qui se sont retrouvés face à une réalité qu'ils n'ont pas cherchée. Ils n'avaient pas le projet d'aider les migrants ou d'aider les jeunes réfugiés ou de s'engager comme ça, même si au-delà de ce désir que Tracy a évoqué d'aider les autres de façon générique, mais face à une réalité, ils ne sont pas posés de questions, ils ont commencé à répondre. Voilà, je voulais un petit peu souligner ça et mieux comprendre cet engagement qui est devenu total. Tracy, qui va habiter avec ces gens pratiquement, et Dima qui arrive à faire cette magnifique exposition. Pourquoi? C'est-à-dire, pas pourquoi, on a compris, vous en répondre, mais qu'est-ce qui vous a poussé à donner tout vous-même dans une question que vous ne cherchez pas au début? Je demanderai de répondre assez synthétiquement parce qu'il y a encore une question, je vois, de Marie-Agnès, etc. Donc, Dima, Tracy. C'est pas satisfaisant Oui. quand on enseigne juste en étant le prof qui enseigne et l'autre qui suit. Et j'ai toujours senti le besoin de rencontrer une personne et je pense que l'enseignement du français se passe mieux quand quelqu'un veut trouver des mots pour dire ce qu'il a envie de dire et pas extérieur. Donc, c'est l'envie d'embrasser l'autre et je sais que ça, c'est aussi une méthode de langue aussi. Parce que quand on a quelque chose qui nous tient à cœur, on trouve les mots. Tant pis s'ils ne mettent pas S au pluriel. À moi. Tracy, oui. Pourquoi? Parce que, je sais pas, si on vous propose quelque chose de beau, quelque chose de... Je ne serais pas allée le chercher. Je pense que je ne serais pas allée le chercher, mais on me l'a proposé. Voilà, si on vous propose de vivre quelque chose d'aider les autres, on vous propose d'aider, on vous propose de vivre une expérience hyper riche, on dit oui. Et du coup, après, on se rend compte aussi en le faisant. Enfin, au début, j'avais quand même dit oui pour le bénévolat, hein, quand même. Mais on se dit en le faisant que c'est quelque chose de juste. Et on voit une beauté, on voit une justice. Et si on n'est pas trop bête, on continue. Tout à fait, tout à fait. Marie-Agnès, vous avez ouvert votre micro. Et non, alors Firmin a une question. On va demander à Firmin de poser sa question, oui. Bonjour, je lance d'abord ma vidéo pour qu'on puisse se voir. J'ai bien écouté vos interventions. Vous m'écoutez? Oui, on t'entend très bien. Oui. Moi-même, je suis ici, là. Je ne sais pas si je suis immigrant, je ne suis pas immigrant, parce que quand je vois, vous avez beaucoup travaillé, vous aidez, et quand je regarde, j'essaie un peu de regarder d'où on va arriver. Ça veut dire que vous faites ça aujourd'hui. Vous essayez de calmer la faim. Hein? Bon, moi, j'aurais voulu qu'on puisse essayer de voir comment ne pas seulement calmer la faim qu'on voit en ces migrants-là. Ça veut dire voir comment résoudre ce problème, parce que c'est un problème très grave, un problème qui est tellement... ce n'est pas facile, parce que quand vous parlez, certes, je vois vous faites du bon travail, mais moi, j'ai envie de pleurer, parce que quand quelqu'un quitte, quand moi, je suis ici, là, dans un autre pays, je n'avais pas voulu être dans ce pays-là, parce que, bon, tout dépend des conditions qu'on est...
des conditions qu'on est affecté, des conditions qu'on a en soi et ce qu'on ressent dans sa propre maison. Par exemple, il y a les responsables du gouvernement de l'Afrique, de l'Asie, des pays d'où viennent ces migrants et également des responsables de ces pays accueillants. Parce que le plus important, il faut voir un peu plus loin. Parce que bon, on donne actuellement, on calme la faim aujourd'hui, mais ce n'est pas la solution. C'est juste on essaye un peu d'étouffer. On étouffe un peu bon, pour qu'on ne puisse pas voir plus loin. Parce que ce n'est pas bien. Aujourd'hui, on a calmé la faim. Demain, on va venir. Et ça va donner. Qu'est-ce que ça va donner? Parce que je voulais dire que bon, pour ceux entre Alexandro et Dimas, bon, si vous aviez encore beaucoup plus de pouvoir, essayez de voir un peu plus ce problème un peu plus haut, si c'est possible. Bon, ce que vous faites, c'est déjà un plus, mais c'est ce que je voulais peut-être dire. Je travaille, je veux juste une chose, Firmin, en fait, moi je travaille dans une école professionnelle et dans cette école professionnelle, c'est une école de métier. Et pour te dire, on a ouvert une section qui est juste consacrée à des gens, donc des étrangers qui ne sont plus, qui peuvent plus aller à l'école obligatoire. Donc c'est entre 16 et 25 ans. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a 20 ans quand j'ai commencé à travailler. Et c'est une structure étatique. Et c'est fascinant parce que cette exposition, moi, j'ai pu faire ma part, mais parce que d'autres, comme des orienteurs professionnels, comme des personnes comme Tracy, comme des patrons, il y a des contacts entre des patrons, des entreprises, l'école, pour permettre à ces jeunes de faire des stages. Et si moi, je pouvais faire quelque chose, c'est justement de plus en plus permettre des accès à des métiers, à des formations professionnelles, en développant des compétences et des compétences de base. Parce que ça, pour moi, c'est fondamental. Et en fait, si ça peut te donner peut-être une consolation, beaucoup de ces jeunes, après quelques années, et grâce à tout un réseau, parce que je pense qu'il faut un réseau de travail, on ne travaille jamais seul. Donc, il y a des réseaux politiques, il y a des lobbies politiques, il y a des bénévoles, il y a des gens, des profs, il y a des orienteurs professionnels, il y a des associations. Et tout ce monde travaille ensemble. Et à la fin, les jeunes trouvent un chemin. Je pense que les problèmes des gens de 16 ans, 18 ans sont différents que peut-être les problèmes de personnes qui arrivent à 50 ou 45 ans, parce qu'il y a encore cette possibilité de formation professionnelle et la développer, pour moi, ça développer, c'est une grande chose parce qu'il faut que des patrons donnent confiance à des étrangers. Donc, qu'ils aient envie de donner leur place d'apprentissage à des étrangers. Et ça, c'est pas évident, mais on y travaille. Merci beaucoup, Dima. Je dis juste, pour continuer, que je vous annonce aussi qu'une des prochaines rencontres que nous allons faire, dans un mois et demi environ, sera justement l'autre côté de la médaille, parce que nous allons voir comment une personne a décidé d'aller en Afrique et de créer là les conditions et du travail pour que les personnes puissent vivre là. Donc voilà, on va voir un peu l'autre médaille aussi. Marie-Agnès a son micro ouvert. Vous vouliez poser une question? Je peux juste répondre à Firmin. Ah oui, excusez-moi. Oui, tout à fait. Alors Firmin, déjà, tu as tout à fait raison. et je suis d'accord avec toi. Hélas, on n'a pas de pouvoir. Enfin, moi, personnellement, je n'ai aucun pouvoir. Ce que je peux te dire pour te rassurer, c'est que je suis prof d'italien, hein, donc l'Italie est un pays qui a aussi émigré pendant très longtemps, notamment en France. Et je vois aujourd'hui, moi par exemple, mon mari est italien, il n'a aucun problème pour travailler ici. Là, je pense qu'on est aujourd'hui dans une urgence parce que faut réagir à l'urgence, comme disait Mirko. Mais un jour, ça sera... il faut aussi du temps pour que... Voilà, nous, on est juste on est en réaction à l'urgence, on fait ce qu'on peut. Mais il y a des choses qui se font et ça arrive. On arrive à avancer un petit peu avec le temps. Et après, comme je disais, moi, j'ai pas mal de jeunes, parce que je suis qu'avec les jeunes, j'ai des jeunes qui sont venus et qui ont dit, moi,
je veux apprendre à lire, je veux apprendre à faire plein de choses en France parce que chez moi, je ne peux pas le faire. Et après, j'irai changer mon pays. Donc, il y a aussi ces jeunes-là qui existent. Pas tous, évidemment, il y a ceux qui veulent rester. Mais ces jeunes-là existent et disent, mais moi, je veux me renforcer et je veux partir et je veux changer les choses. Donc, mon avis, c'est qu'une question de temps. Après, nous, on réagit avec ce qu'on peut, avec nos moyens. Mais voilà, temps, patience. Voilà. Merci beaucoup, Tracy. Marie-Agnès? Moi, je voulais suivre un peu sur ce qu'avait dit Dima sur le caractère des jeunes, en soulignant que ces jeunes qu'elle avait en face d'elle, c'était des jeunes qui étaient partis parce qu'ils avaient un désir. Elle a souligné qu'ils étaient battants. Donc moi, dans ma vie professionnelle, avec mon mari, on a une entreprise, on est une douzaine de personnes et on est dans le génie climatique, énergie renouvelable. Donc on fait en gros tout ce qui est chauffage, solaire, etc. Et en fait, on s'est retrouvé une année à avoir en France, en 3e, il y a un stage découverte. Et donc, par un de nos salariés qui connaissait au rugby, quelqu'un qui connaissait, assez classique avec les jeunes, il y avait un jeune qui est venu faire ce stage découverte chez nous. Et il était d'origine guinéenne, il était donc mineur seul en France. Et après, il est revenu en fin d'année, en juin, demander un apprentissage pour un bac pro. Et là, vraiment, c'était pas du tout ma casquette. Je m'intéresse aux migrants, mais c'est ma casquette d'entreprise. Moi, j'ai besoin de former des gens. Aujourd'hui, j'ai du mal à trouver des gens qui fassent des métiers, comme on dit, entre guillemets, manuels, mais qui se le fassent avec goût, avec intelligence et avec réussite. Donc, moi, je suis dans embauche, en fait. Et le pari que j'ai fait avec ce jeune, c'est de me dire, il a envie, il a de la force, il a du désir. Donc, on va partir ensemble, mais je dirais d'une façon hyper intéressée. Moi, je l'ai pris à un moment, donc il va être chez moi. Ça fait déjà 1 an qu'il est en apprentissage, il en reste 2. Mais mon désir, c'est d'avoir dans 5 ans, dans 10 ans, un gars sur lequel je compte et avec qui je bosse et je construise l'avenir. Donc, juste pour donner cet écho qui est un peu vraiment très particulier, mais l'embauche, dans ce cas-là, elle n'est pas faite pour faire plaisir, pour être gentil. Elle est simplement, tu sais faire des choses, tu en as envie, moi j'ai un besoin. Et aujourd'hui, par le travail, de fait, il y a une intégration qui se fait parce qu'il a récupéré plein de grands frères qui le bousculent, le houspillent. Les mecs entre eux, ça marche bien. Je veux dire, c'est le plus jeune puisqu'il a 17 ans, les autres, ils ont 23, 25 ans. Et il a gagné plein de grands frères. Mais nous, on a gagné un jeune qui souriant, avec qui on est heureux de vivre au quotidien. Merci beaucoup. Je propose de terminer notre rencontre sur ce que Marie-Agnès vient de nous dire maintenant, parce que c'est un exemple très concret de cette citation que j'ai faite tout au début de la rencontre. Tracy, vous vouliez ajouter quelque chose? Non. Parce que c'est un exemple très concret de cette citation que j'avais donné au début de l'encyclique du pape François sur tous frères, qui sont les migrants, si on les aide à s'intégrer, sont une bénédiction, une richesse, un don qui invite une société à grandir. Voilà, donc Marie-Agnès a un petit peu, je pense, documenté cette citation-là. Je pense qu'on est tous invités à lire cette encyclique, à mon avis, à la comprendre, à discuter, ne pas être d'accord avec peut-être, etc. C'est un travail que l'on peut faire. Une des leçons que l'on peut tirer de l'encyclique, les idées principales, c'est qu'on ne peut pas être heureux seul. Et ça, je pense qu'un peu ce soir, Dima et Tracy nous l'ont documenté de cet échange et de richesse et qui permettent chacun de grandir. Les autres grandissent et nous aussi, nous grandissons dans cette rencontre et dans cet engagement. Voilà, je vous remercie beaucoup pour cette soirée. Voilà, j'ai arrêté le live sur Facebook simplement et vous pouvez, si quelqu'un veut ajouter quelque chose ou saluer, vous êtes les bienvenus. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Tracy, merci beaucoup, Dima, pour avoir partagé avec nous. Oui, merci à toutes les deux. Merci beaucoup. À bientôt à Paris. Et tu n'as pas dit un seul mot grossier. Merci, Thérèse. Merci. J'ai fait très attention, mais je n'ai pas dit un gros mot. En réalité,